Vous écoutez Pierre Nantel. Un des sujets importants au Conseil de la Fédération actuellement dans les provinces atlantiques avec tous les premiers ministres des provinces et territoires qui sont réunis, c'est la péréquation. Ce fameux paiement. Un grand calcul fait à Ottawa sur les revenus des Canadiens dans toutes les provinces. Puis ultimement, relativement à tout ça, on essaie d'équilibrer. Et encore une fois, le Québec en reçoit beaucoup, trop d'ailleurs, selon plusieurs autres ministres. Mais pas juste selon d'autres ministres, selon aussi le chef du Parti conservateur du Québec, M. Éric Duhem. Bonjour, M. Duhem. Bonjour. Alors, pour vous, là, c'est une situation embarrassante qui se passe du côté de la Fédération. Bien, non seulement c'est embarrassant, mais c'est honteux parce que pensez que M. Legault, quand il était élu premier ministre du Québec, avant qu'il arrive au gouvernement, quand il était dans l'opposition, c'était le gouvernement Couillard qui était en place, on recevait 10 milliards de dollars annuellement. M. Legault avait dit que c'était un échec des politiques économiques du gouvernement du Québec. Il avait même dit que ça prenait un plan de rattrapage économique pour le Québec. 6 ans plus tard, on est rendu à 14 milliards, puis M. Legault, il est dans une conférence des premiers ministres en train de dire « je veux encore plus d'argent », puis à se battre contre les premiers ministres qui voudraient justement en donner un peu moins. C'est quand même assez indicateur du fait que ses propres politiques économiques sont un échec. Je pense que c'est ça que le premier ministre Legault est en train de nous avouer. Puis il n'y a pas un Québécois qui est fier du fait qu'on dépend de plus en plus de l'argent qui vient du reste du Canada. Hein. Il y a 9% des dépenses que le gouvernement fait cette année, là, que c'est directement de l'argent qui nous vient de la péréquation canadienne, qui vient pas de l'argent produit par les Québécois. Et moi, je suis de ceux qui veulent que le Québec soit autonome. Puis l'autonomie, ça commence pas par un échec référendaire, un troisième référendum perdant. La vraie indépendance économique du Québec, ça commence par cesser de recevoir de l'argent du fédéral via la péréquation. Et ce calcul-là est quand même implacable. À chaque année, je veux dire, l'Ontario en reçoit aussi, si je ne me trompe pas. Mais des peanuts comparé à nous, là, au même per capita, là, le Québec reçoit plus que la moitié des paiements de péréquation pour les 10 provinces au Canada. Là. Ça vous donne une idée comment le Québec est dépendant de cet argent-là. Et c'est pas la seule promesse que M. Legault a rompu, là, parce que si on reçoit autant d'argent, pourquoi? Il y en a rompu plusieurs, effectivement. Mais au niveau financier, oui, qu'est-ce que vous feriez? Ben pourquoi? Parce que l'Alberta, par exemple, qui est de loin le plus gros contributeur. Pourquoi l'Alberta contribue? Parce qu'elle exploite ses hydrocarbures. Mm-hmm. Qu'est-ce que M. Legault promettait quand il était dans l'opposition? De faire du Québec la Norvège d'Amérique. On allait devenir les filles qui allaient exploiter le gaz naturel, nous qui avons la plus importante réserve non exploitée au monde sous nos pieds. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il a été élu? Il a passé un projet de loi pour s'assurer que jamais on exploite, même qu'on explore le potentiel gazier du Québec. Un moment donné, là, on peut pas dépendre du gaz puis du pétrole puis dire que c'est sale puis vouloir l'argent, mais nous autres vouloir dire qu'on est propre puis on va importer à la place 100% du pétrole sur notre territoire. Ça n'a ni qu'une tête, ça tient pas du point de vue environnemental puis encore moins du point de vue économique. Ah, ben là, vous venez d'ouvrir la porte, M. Duhem. Ça tient pas du point de vue environnemental. La réalité, c'est que l'Alberta, selon tous les chiffres que moi j'ai consultés, continue de produire le pétrole le plus polluant qui existe en production industrielle dans le monde. À chaque baril produit, c'est un bilan monstrueux. On peut pas... Au moins, ils partagent une part des revenus, mais c'est quand même pas un modèle à suivre. D'abord, le potentiel pétrolier du Québec est relativement inconnu. On sait qu'on en a, mais on ne sait pas la quantité. Ce qui est plus documenté, puis ce qu'on a une certitude, c'est le potentiel gazier au Québec. Le gaz naturel, vous le savez, c'est une énergie de transition, c'est une énergie qui est en croissance présentement. On importe 100% de notre gaz naturel au Québec. On émettrait beaucoup moins de gaz à effet de serre si on consommait notre propre gaz plutôt que de l'importer de milliers de kilomètres plus loin. Et en plus, on pourrait même aider présentement nos partenaires européens qui sont obligés de transformer des centrales au gaz naturel en centrale au charbon parce que ils ont de la difficulté à s'approvisionner en Russie. Donc, on aiderait au niveau environnemental. Il faut arrêter de penser, d'être dogmatique, de penser que le fait que le Québec exploite pas son potentiel gazier puis pétrolier, ça a un impact positif sur l'environnement. Présentement, c'est exactement le contraire. Ça a un impact négatif sur l'environnement parce que le Québec veut bien paraître. Je suis d'accord avec vous que l'exploitation de ressources, des ressources fossiles comme celle-ci, sont moins dommageables. C'est-à-dire que d'extraire du pétrole d'une nappe de pétrole, c'est beaucoup moins dommageable que de se chercher à sortir le pétrole du sable avec un processus d'utilisation de vapeur puis de produits toxiques. Je suis d'accord avec vous. Au niveau gazier, au niveau du gaz, par contre, le potentiel est quand même pas mal plus du côté du gaz de fracturation. Est-ce que je me trompe?
Ben écoutez, il y a toutes sortes de nouvelles technologies, comme vous savez là. Présentement, ça évolue très rapidement ces technologies-là. Aujourd'hui, on peut recycler l'eau. Il y a toutes sortes de trucs qui sont en train d'être faits. Le Québec pourrait être à l'avant-garde. D'ailleurs, on a les normes environnementales les plus exigeantes au monde à cet égard-là. Si on donnait le feu vert justement à l'exploitation de notre gaz, on a un des gaz les meilleurs en raison de notre situation géographique très particulière dans la vallée du Saint-Laurent. Je pense que c'est le temps de réouvrir ce débat-là, mais il n'y a pas que ça qui pourrait aider le Québec à sortir de la dépendance de l'argent fédéral. Je pense que juste le fait de commencer à bien administrer le budget, ça aussi, c'est une autre promesse rompue de François Legault. Il nous avait promis un budget équilibré. On a le déficit le plus élevé de l'histoire du Québec à 11 milliards cette année. Il nous avait promis de la concurrence en matière de santé, du privé. Il a même promis 2 hôpitaux privés, une autre promesse rompue de la CAQ. Il nous avait promis qu'il allait réduire la taille de l'État de 5 000 employés. Il l'a augmenté au dernier chiffre. On était rendu à une augmentation de 72 800 employés de plus pour l'État québécois. Donc, on a un gouvernement qui nous a menti à répétition, puis qui aujourd'hui se retrouve à quêter à une conférence des premiers ministres parce qu'il n'a pas été capable de livrer, puis d'équilibrer son budget, puis de s'assurer qu'on sorte de la dépendance de la péréquation. Je pense que c'est quelque chose qui unit les fédéralistes et les souverainistes au Québec. Il y a personne au Québec qui est fier d'être dépendant économiquement. Puis si on veut avoir comment je vous dirais ça, on va avoir une réflexion puis une discussion sérieuse sur l'avenir constitutionnel du Québec. La première étape, que vous soyez pour ou contre, là, c'est qu'on arrête d'être dépendant du reste du Canada sur le plan économique. La vraie indépendance, là, c'est le jour où tu payes tes propres affaires puis tu travailles pour ce que tu dépenses. Et à partir de là, on pourra parler de l'indépendance. C'est une situation tout à fait gênante. Je partage avec vous ce point de vue-là. Puis je suis heureux de vous avoir entendu parler au niveau des ressources énergétiques parce qu'effectivement, le débat au niveau de la gauche et de la droite n'est pas que sur ce sujet-là bien précis. Est-ce que vous, ça vous gêne un peu, cette position un peu dinosauresque de ne pas voir les enjeux climatiques du côté des conservateurs fédéraux? C'est quand même des partenaires naturels pour votre parti que d'aller de partager des points de vue avec le caucus conservateur au Québec? Écoutez, moi, là, je pense pas que c'est d'être dinosaure, d'exploiter nos ressources naturelles. Tous les pays dans le monde qui ont la chance d'avoir des hydrocarbures sous leurs pieds de façon importante exploitent présentement, d'importer pour se donner une bonne conscience, d'importer notre gaz puis notre pétrole. Je trouve que c'est ça qui est de l'hypocrisie, puis c'est ça qui est dinosaure tant qu'à moi. Il y a une classe politique aujourd'hui qui veut se laver les mains, qui veut bien paraître sur le plan du marketing politique, mais que la réalité, c'est que leurs politiques sont plus dommageables pour l'environnement que celles qui dénoncent. Donc, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de fumée là-dedans. Là. Il y a beaucoup de fumée stérile. Oui, c'est le cas de le dire. Il y a beaucoup de fumée, M. Duhem. Mais précisément sur ça, c'est quand même remarquable avec la loi 59 du côté d'Ottawa, que tout d'un coup, l'Alliance Nouvelle Voie se donne une petite gêne un peu de prétendre qu'ils ont trouvé la voie pour un avenir vert dans des champs de sable bitumineux quand même. Mais c'est quoi l'alternative? C'est qu'on importe notre pétrole du Moyen-Orient? Qu'on finance des dictatures, qu'on fasse transporter ça sur les mers, je veux dire, c'est bien beau de dire ça, là. Puis ou sinon, là, regardez, là, on vient de passer une petite vite aux Québécois, là, il y a 2 semaines, en pleine vacances d'été, là, on nous annonce qu'il passe le projet de règlement qui a été publié dans la Gazette officielle pour interdire les véhicules à essence au Québec, là, dans 10 ans. Ça commence progressivement à compter de cette année. C'est bien beau de dire ça, là, mais les gens qui sont dans les régions, c'est quoi l'impact réel sur leur quotidien? Ça fait en sorte qu'ils vont payer potentiellement leur véhicule à court terme un peu plus cher parce que on essaie de réduire artificiellement le nombre de véhicules à essence. Ça fait que l'agriculteur, il y en a pas, ça existe pas des tracteurs électriques. Ceux qui sont très sous-performants. Ce sont des arguments qu'on entend souvent, je comprends, et je vous félicite de parler d'équipement agricole, vous avez raison, c'est une autre histoire, mais ce sont des arguments qu'on entend souvent. Mais est-ce que vous croyez pas qu'une politique de droite, une politique qui ne peut pas faire abstraction des enjeux climatiques et se doit de dire, écoutez, la science nous le dit, c'est pas que le troisième lien qui apparaît comme une contradiction au niveau des politiques publiques que prônent les conservateurs, c'est une réalité scientifique. Alors, comment est-ce qu'on embrasse ça? Comment on embrasse ça quand on est à droite? Ça avec notre environnement, c'est simple, hein? C'est pas de dire on va faire les hypocrites puis on va importer 100% de nos hydrocarbures du Moyen-Orient. La façon responsable, c'est de dire on va développer des nouvelles technologies pour que ça soit de moins en moins polluant. Et ça l'est. Si vous regardez au fil des ans, la voiture que vous conduisez aujourd'hui, là, est très, 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 très peu polluante par rapport à celle que nos parents conduisaient il y a 30, 40, 50 ans. Il y a moyen, avec des nouvelles technologies, de faire beaucoup. C'est pas en interdisant, c'est pas en pensant qu'on est meilleur que le marché
qu'on va réussir. Regardez ce qu'on est en train de faire avec les usines à batterie. Là. Regardez les investissements publics gigantesques. Hein, parce que le Québec, on parlait tantôt qu'on reçoit de l'aide sociale des autres provinces parce qu'on est plus pauvre, mais on est ceux qui donnons le plus d'argent aux multinationales étrangères en subvention. Trouvez-vous ça normal, M. Nantel, qu'on soit les pires pour subventionner des multinationales? Moi, je trouve ça honteux, ça aussi. Et là, on est en train de financer une filière qu'on ne sait pas. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais il y a un risque que présentement, on soit en train de mettre tous nos billes dans un panier, puis que ça soit pas le bon. Et là, on le voit de plus en plus, il y a des signes avant-coureurs. Même Mme Gramont, ce matin, dans la presse, le souligne judicieusement. Il y a un gros risque, mais on a des politiciens qui pensent qu'ils sont meilleurs que le marché, puis qui connaissent ça, eux autres. Puis on a Fitzgibbon qui est là avec le chéquier, puis qui donne des milliards d'argent des Québécois à des multinationales dans quelque chose d'extrêmement risqué pour bien paraître. Moi, c'est ça qui m'inquiète bien plus que le pétrole puis le gaz. Ben, je comprends, surtout sur votre âge, je comprends que ça peut vous inquiéter, mais vous êtes une personne de toute évidence très habile, intelligente, et je crois qu'on a besoin que la droite s'articule sur des sujets aussi dramatiques que la crise climatique. Est-ce que vous trouvez que la droite pourrait, parce qu'on critique souvent la gauche, qui s'est souvent déconnectée de la défense du monde ordinaire, qui se serait isolé dans une tour d'ivoire, mais est-ce que la droite ne doit pas faire l'effort d'aller vers le centre et de parler aux gens d'un enjeu aussi gigantesque et simple dans notre face? Le premier effort de la droite, M. Nantel, c'est de se faire entendre. Parce que vous savez comme moi que même si on est 530 000 à avoir voté conservateur aux dernières élections, on a 0 représentant à l'Assemblée nationale. Il y a une majorité de Québécois qui sont d'accord pour qu'on exploite de façon responsable nos hydrocarbures au Québec. Et il n'y a pas un seul représentant sur 125 qui tient le discours que je suis en train de tenir avec vous. On a un déficit démocratique au Québec. Si on veut avoir ce débat-là, la première étape, c'est de s'assurer de faire entrer des députés conservateurs à l'Assemblée nationale. Parce qu'on peut pas avoir un débat avec des gens qui sont dans les estrades versus les gens qui sont sur la patinoire. À un moment donné, il va falloir qu'on le fasse, le débat, puis il va falloir que moi aussi, j'ai comme les libéraux 5 millions de dollars pour mes budgets de recherche plutôt que 0, alors qu'ils ont le même nombre de votes que nous. Là. mais je comprends très bien. Donc, M. Duhem, ici, je comprends que vous faites aussi allusion à la représentation puis à la réforme du régime de la proportionnelle mixte, la réforme de scrutin. En terminant, je sais qu'on peut en rire un peu quand même, mais le parti Rhinocéros, sur les élections fédérales actuellement, est arrivé avec, dans les élections partielles, des listes électorales en forme de contestation. Pour beaucoup de gens, c'est du niaisage, on est d'accord, mais est-ce que vous verriez d'un bon œil que le Parti Rhinocéros réouvre sa filière Québec pour pouvoir réclamer ce pacte qui a été signé et qui n'a pas été respecté par M. Legault parce que tous les partis s'entendaient sur la réforme électorale? En fait, par M. Legault et M. Trudeau, hein, les deux sont aussi menteurs un que l'autre. Les deux ont été élus en nous promettant une réforme du mode du scrutin, en nous disant que c'était la dernière élection qu'on était pour avoir le mode de scrutin actuel, puis les deux ont renié leur parole. Cela étant dit, j'aime pas ça quand on bloque le processus parce qu'il y a quand même des inconvénients là, avec le fait qu'il y ait beaucoup de candidatures, ça crée de la confusion, puis ça distorsionne la démocratie. On dénonce la distorsion démocratique en la distorsionnant encore davantage. Je pense pas que ça soit la meilleure façon de faire. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est ce qu'on fait au Québec, par exemple, avec le mouvement Démocratie Nouvelle, où il y a des gens comme moi, à droite, qui supportent les politiques qui sont mises de l'avant par ce groupe-là, comme le Parti québécois, comme Québec solidaire, comme un paquet d'autres gens dans l'arène politique. Et je pense que c'est important. On peut pas faire une réforme démocratique de façon non démocratique. Si on est sérieux puis qu'on croit à la démocratie, moi, j'y crois plus que d'être de droite ou de gauche. Là. Je pense que c'est fondamental. C'est les règles du jeu. C'est comme respecter l'arbitre dans n'importe quel sport. C'est la base. Sinon, quand même que tu jouerais n'importe quel gilet que tu as sur le dos, ça donne strictement rien. Et pour ça, je pense que c'est important qu'on s'élève au-dessus de la partisanerie lorsqu'il est question de démocratie puis qu'on réitère qu'on a un système qui est actuellement malade et qu'il faut le guérir. Ben, on est content d'avoir entendu votre point de vue, M. Duhem. Félicitations. Et je vous souhaite qu'éventuellement, on ravive ce débat-là, parce qu'effectivement, le fait que votre point de vue et les milliers de personnes qui ont voté pour vous ne soient pas entendues à l'Assemblée nationale, c'est un déficit démocratique. Merci beaucoup. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Bonne journée, bon été.